Merci beaucoup Pablo et Hélène, et merci beaucoup aussi aux participants. On va passer maintenant donc au retour d'expérience, et je vais laisser la parole à Madame Vermast, qui est aussi en visio avec nous. Est-ce que vous pouvez reprendre votre micro, Madame Vermast, s'il vous plaît? Notre cadre vient juste de quitter la pièce, donc elle va Ah, certainement revenir dans pas longtemps. Donc, d'accord. elle est connectée, mais elle vient juste de sortir, mais elle n'en a pas pour longtemps. Très bien. Bon, alors on va attendre son retour. Très L'heure bien, du petit merci. café. Ah non, non, il est 11h. Oui, il est 11 C'est heures. l'heure de l'apéro. Ah, Tout à fait. ça peut être les deux. Mais tant que j'ai la main, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, Oui. bien Je vous en sûr. prie. Quand on refait la cartographie, est-ce qu'on la refait entièrement pour pouvoir en avoir, pour pouvoir voir l'évolution, ou alors est-ce qu'on réintervient sur la même cartographie du début? Est-ce que ça peut être du coup un support comme quoi la cartographie a bougé, comme quoi le support social a bougé pour l'usager? Est-ce qu'on peut du coup reprendre tout à zéro, ou est-ce qu'il est mieux de travailler à partir de la cartographie qu'on a eue, Oui. qu'on a fait en premier? Pablo, tu veux répondre? Je vais donner une réponse un peu technique et puis après tu compléteras si tu veux. Quand je disais tout à l'heure que l'outil n'a pas été prévu pour ça, c'est justement parce que s'il avait été prévu pour ça, on aurait pu avoir, on va dire, un module de suivi. D'après, oui. Et donc ne pas devoir reposer systématiquement toutes les questions, parce qu'il y a évidemment des choses qui ne vont pas changer. L'âge de la personne va évoluer naturellement, son genre, etc., etc. Et puis il y a des questions qui sont peut-être un peu inutiles, comme la fameuse question de la satisfaction, par exemple, avant-après. Mais voilà, ça n'a pas été conçu comme ça. Donc techniquement parlant, je crois que le mieux est d'ouvrir une nouvelle session, donc de repasser l'ensemble du questionnaire en revue. Euh, Évidemment, je pense qu'en pratique, il y a des choses qui vont aller un peu plus vite puisqu'elles sont déjà connues. Et puis, en tant qu'intervenant, vous avez la possibilité de récupérer toutes les sessions que vous avez réalisées avec vos usagers. Et par conséquent, vous pouvez identifier des sessions qui appartiendraient à la même personne, mais à des moments différents, et pouvoir à ce moment-là faire des comparaisons. Mais ça n'a pas été techniquement développé, donc il faut le faire de manière un peu artisanale. D'accord. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de la faire au début. Nous, on l'a fait au début quand ils arrivent à la SAS, et ensuite, c'est vrai que la refaire juste avant leur sortie pour qu'ils aient une cartographie à jour, pour nous, ce serait intéressant en fait, puis pour eux surtout. Oui, c'est tout à fait pertinent. Je me rends compte aussi, à force d'entendre les témoignages, que chaque service a un peu sa réalité, ses pratiques. Et donc voilà, ce qui est bon pour l'un ou ce qui est adéquat pour un service ne l'est peut-être pas forcément pour un autre. Mais donc voilà, nous, on n'a pas de restriction en tout cas. Donc c'est vraiment à vous de choisir ce qui se fait de mieux pour votre pratique. Et puis, et on est très curieux de savoir les raisons de vos choix. D'accord. Merci bien. Pas seulement les raisons, mais les manières de faire, parce qu'il est possible qu'à force de l'utiliser, on voit quand même se dégager des bonnes pratiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on est intéressé de documenter sur le long terme. Donc, on espère même à un moment donné pouvoir avoir un nouveau projet qui nous permettrait de travailler spécifiquement là-dessus. Donc, si vous avez une utilisation qui vous paraît optimale ou adaptée à vos conditions, nous, on est intéressé d'être mis au courant de comment vous l'utilisez, dans quel contexte. D'accord, très bien. Merci bien. Ma cadre est revenue, donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup. À vous, Madame Vermast. Bonjour. En fait, ils ont vu que vous étiez connectée. Ah oui, j'étais connectée et j'ai dû m'absenter quelques minutes. Donc, vous voulez qu'on fasse un petit peu le point sur la mise en place des Gonnettes dans le service? Donc, moi, je vais juste vous présenter le service et puis après, je repasserai la parole à Stéphanie Cailleux et à Julie Gallet qui ont participé au projet. Donc, nous, on est un centre de proximité en réhabilitation psychosociale situé
sur le territoire de Lens, donc à Vendin-le-Vieil. Donc, on accompagne des 30 personnes adultes dans leur projet de réinsertion. Et donc, parmi les différents outils qu'on a pu mettre en place, au-delà de l'éducation thérapeutique du patient, au-delà de la remédiation cognitive et de l'ensemble des programmes de soins plus spécialisés, on a fait le choix de réfléchir au travail sur le réseau social de l'usager. Et c'est en ce titre-là qu'on a mis en place Egonet maintenant depuis un petit peu plus d'1 an. Voilà, et du coup, je passe la parole à Stéphanie qui va vous faire part de son expérience. Alors, est-ce que je réponds aux questions qui étaient posées sur votre feuille, la circonstance de prise de connaissance, les motifs, ou est-ce que… Oui, juste, voilà, si vous pouvez nous partager votre expérience avec l'outil, ses points positifs, ses points négatifs, D'accord. n'hésitez pas. D'accord, très bien. Donc, on a connu Egonet par Crepsi, bien sûr. Après, on a eu la formation avec vous, Hélène, par Visio. Donc, on met en place Egonet oui, depuis une petite année et on commence vraiment à l'investir vraiment maintenant. Donc, en effet, je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. C'est un outil complexe, c'est un outil qui nous prend du temps. On s'adapte, il est en 3 parties, donc on s'adapte et on essaye de voir selon comment le patient intègre Egonet. Donc du coup, soit on fait une séance, 2 ou 3, en fait, on s'adapte vraiment à ce que lui, il veut faire. La difficulté qu'on rencontre, c'est la compréhension de l'outil pour l'usager. Donc, pour l'instant, on va dire qu'on en a un vraiment qui comprend, et en même temps, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les émotions. Ils remplissent ça avec leurs émotions. Donc, même si la maman n'est pas personne ressource, il ne se voit pas ne pas la mettre au centre de l'intérêt. Donc, voilà, donc c'est un avantage pour pouvoir le travailler ensuite avec eux. Donc, voilà. Donc, je me permets, Oui. Stéphanie, de vous interrompre, mais quand vous dites du coup compréhension de l'outil, ce n'est pas dans les termes utilisés, la fluidité de l'application, tout ça, c'est vraiment dans le placement, quoi, sur la cible. Oui, dans l'intérêt, et ensuite l'outil, s'il n'est pas trop compris, on le reformule. Oui. Mais c'est plus dans l'intérêt pour le patient pour l'instant. Donc, c'est peut-être à nous adapter, à bien l'expliquer à la base et à prévoir une séance peut-être vraiment d'explication de cet outil. Plus. Donc, c'est à nous de réadapter notre façon de leur exposer. Et sur base de cette expérience, vous faites quelque chose de particulier alors? Quand vous pensez utiliser cet outil avec un nouvel utilisateur, vous préparez ça comment, ou vous envisagez de le faire comment? Ben on envisage déjà de le représenter à tous les usagers, donc de simplifier et de le représenter pour que déjà ils l'entendent une première fois, et puis ensuite revenir dessus lorsqu'on commence l'application, peut-être de revenir brièvement dessus. Mais d'abord de le présenter à tous les usagers. Comme ça, on verra les diverses questions, et puis ensuite on le représenterait avant l'application. Et là, vous le présentez individuellement à chaque usager avant de l'utiliser, ou bien vous avez organisé une espèce de séance d'information avec un ensemble de vos usagers? Pour l'instant, la mise en place, c'est qu'on l'explique quand on commence la session. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on approfondisse pour qu'ils en aient conscience avant, qu'ils y réfléchissent, et que quand on le met vraiment en place, il peut y avoir un échange et des discussions de compréhension ou non. D'accord, merci. Marion? Non, c'était bon.
Voilà. Pour l'instant, On fonctionne sur tablette Mhm. et selon les capacités de l'usager, c'est lui qui le remplit. Comme ça le rend actif et la compréhension est peut-être plus claire aussi pour eux. Donc, nous, on essaye de le mettre en place quand l'usager arrive dans le service pour justement pouvoir voir le réseau social et avec qui on doit travailler. C'est une visée de bilan alors plutôt. Oui, Ok. c'est ça. Et est-ce que les usagers vous reparlent après de l'exercice ou est-ce que ça tombe vraiment dans l'indifférence? Nous, on a constaté les deux réactions de notre côté. Je ne sais pas chez vous. Non, pour l'instant, on n'est pas encore assez investi. Je pense vraiment qu'il faut qu'on réinvestisse, nous, déjà, l'outil pour qu'eux en entendent plus parler et puis qu'ils se l'approprient plus. Ensuite, c'est pareil, bien le réexpliquer à l'équipe pour que l'équipe puisse également avoir un retour dessus et puis pour que ça puisse être utilisé comme une ressource également quand on travaille avec l'usager. Donc, je pense que c'est déjà une réappropriation de notre part pour pouvoir après le diffuser à toute l'équipe et aux usagers. Voilà. Ok. En retour d'expérience, on peut faire le constat qu'une des difficultés que l'on a, c'est que comme on est sur un applicatif qui est hors du dossier informatisé du patient, aujourd'hui, le valoriser dans le dossier du patient, ce n'est pas simple. Okay. Donc, on n'a pas encore trouvé le moyen de… On a trouvé le moyen de le valoriser au sein de l'équipe, mais au niveau du dossier patient, et du coup, pour qu'il puisse être pérenne encore plus, de façon plus formelle et plus fort, on est en train d'y réfléchir pour finalement que dans le dossier informatisé du patient, on puisse avoir une rubrique Egonet, tout simplement. Voilà. Ce qu'on n'a pas encore réussi à faire. Ok. Donc ça, c'est un point de limite. Le deuxième point de limite qu'on a rencontré, alors pour nous qui faisons partie du réseau de l'assurance maladie, nous avons eu des grandes difficultés à se mettre en réseau et c'est pour ça que le travail d'Egonet a pris un petit peu de retard par rapport à ce qu'on avait projeté. C'est-à-dire que le réseau Internet de l'assurance maladie est très fermé et que, par exemple, on avait fonctionné, on avait fait un ensemble de cartes sur Egonet et le lien avec la plateforme ne s'est pas fait. Et donc, on a dû revoir notre stratégie purement logistique et matérielle en détournant le réseau professionnel pour aller sur un réseau privé personnel. Voilà. Pour vous avez développé des compétences de hacker. On ne va pas dire ça, mais en tout cas, on a effectivement… voilà, c'est enregistré. Hein. Oui. C'était un détail, mais qui quand même a un petit peu été un frein à un moment donné au déploiement comme on le souhaitait, parce qu'on avait commencé un ensemble de cartes chez 4 usagers du service. Et puis, à un moment donné, ça ne basculait pas sur la base de données. Oui. Et donc, du coup, on ne pouvait pas les reprendre, on ne pouvait pas les retravailler comme on le souhaitait. Voilà, aujourd'hui, on fonctionne sur tablette et sur un réseau privé, du coup, Internet, pour que la bascule de données puisse se faire. C'est ça. Surtout que, si je puis me permettre, par rapport à votre difficulté précédente qui était l'inclusion dans le dossier patient informatisé, il y a des services qui en fait enregistrent la carte réseau depuis le site internet d'Egonet au format PDF et donc du coup l'inclut dans le dossier via l'import d'un PDF en fait qui soit pérenne en fait dans le dossier. Mais ça c'est une petite astuce que je peux vous montrer si vous voulez, on peut un moment se faire un visio. Quand on a commencé le développement d'Egonet, on voulait aussi qu'il puisse facilement s'intégrer aux dossiers informatisés qui sont en usage en région bruxelloise. Surtout qu'on avait la préoccupation
de récupérer des informations de base qui sont dans ces dossiers et pour ne pas devoir les redemander et les réencoder dans le dossier Egonet. Et on a vite constaté que c'était encore beaucoup plus compliqué d'intégrer l'outil à des dispositifs existants que d'en créer un nouveau. Donc, ce que vous nous dites là n'est pas une nouveauté. Mais justement, donc, pour l'instant, la seule solution qu'on a pu trouver, c'est qu'il y a moyen d'inclure des documents qui proviennent d'Egonet. Si un jour on a des moyens pour faire de nouveaux développements, on se réattaquera peut-être à cette spécificité. En retour d'expérience, on peut aussi faire remonter quand même la richesse du travail du coup, qui se fait en pluridisciplinarité. En tout cas, pour notre part, nous, on a fait le choix que ça se fasse en binôme. Donc, pour le moment, que des personnes formées à Egonet, donc soit éducatrices, soit infirmiers, soit assistantes sociales. Et donc, 2 professionnels qui accompagnent l'usager dans la réalisation de sa carte Egonet. L'idée, c'est qu'ensuite, une fois que les référents seront à l'aise, on puisse élargir les binômes à des professionnels qui seront formés mais qui n'auront pas encore pratiqué pour qu'on puisse finalement permettre l'essaimage de la pratique à l'ensemble de l'équipe par l'opérationnalité et par la pratique directement auprès des usagers. Donc, ça, c'était important de pouvoir vous faire remonter ce fonctionnement-là. Donc, aujourd'hui, on a 5 personnes formées dans l'équipe qui sont en charge d'accompagner les usagers. Donc, ils ne connaissent pas forcément beaucoup les usagers quand ils les rencontrent. Et ça peut parfois être un atout ou un frein selon les situations. Parfois, ça permet du coup d'être un peu moins au clair sur la situation et du coup, de poser les questions qui permettent de comprendre le dispositif de l'entourage, et inversement, quand on connaît, ça permet parfois d'aider l'usager à positionner aussi la personne au bon endroit en fonction des liens qu'il a avec celle-ci. Et en retour d'expérience, on peut vous faire part aussi qu'on l'a utilisé en sortie d'hospitalisation, hein, puisque et que l'idée, c'est quand même de le faire à l'admission, c'est ce qui permet d'identifier les ressources de l'environnement social de l'usager et ses fragilités éventuellement, s'il y en avait à repérer, et puis de faire le chemin identique au moment de la sortie pour pouvoir consolider un projet de sortie, et repérer ce qui resterait à travailler et à renforcer avant la sortie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais la question de refaire ou pas la cartographie, en fait, pour justement leur apporter avoir toutes les cartes en main pour pouvoir sortir quand ils sortent de la SAS. Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez le faire en visée de bilan à l'entrée, comme vous dites, ou en sortie. Et même une fois entre les deux, ça dépend aussi du timing de l'intervention. Hein. Si vous faites une intervention sur 3 mois, sur 1 an, voilà. Très bien. Et un dernier point peut-être qu'on peut vous faire remonter, l'intérêt du travail au-delà de ce qui a été dit, c'est aussi de pouvoir aider à la mise en lien des partenaires dans le réseau et de globaliser davantage le réseau de l'usager et de créer des liens, de repérer là où il y aurait besoin d'avoir du lien entre une structure institutionnelle et une structure familiale, notamment sur un projet de sortie, et de pouvoir s'assurer que finalement l'usager est capable de faire qu'il y ait une triangulation entre la famille, l'usager et l'institution, parce que le réseau Egonet va nous permettre d'identifier parfois ces manquements-là. Okay. Super. Un grand merci. On va peut-être maintenant passer la parole à l'équipe SAMSA SAMO de Calais avec Madame Bourri, personne concernée. Je vous en prie. Donc, je suis Emeline Carpentier, psychologue au pôle handicap psychique de Calais. Je suis aujourd'hui accompagnée par Madame Eugénie Bourri, qui est bénéficiaire de nos services. Donc, au niveau du pôle handicap psychique de Calais, il y a un SAMSA qui comporte 26 places, un SAVS de 9 places, tous les deux qui forment le SAMO handicap psychique. Donc, on accompagne spécifiquement… Ah oui, c'est vrai, il y a un petit PowerPoint pour illustrer.
Voilà, sur la deuxième. Vas-y. Vas-y. Je pense que c'est bon. Donc, sur la deuxième slide, ça reprend voilà, l'organisation du service. Donc, un SAMSA de 26 places, un SAVS de 9 places, qui forment ensemble donc, le SAMO spécifique handicap psychique. Donc, on accompagne au domicile des personnes en situation de handicap psychique vers leur établissement dans une philosophie de réhabilitation psychosociale et avec un but d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie principalement. On a aussi un SRTP, donc un Excusez-moi, je SAMSA. vous interromps, mais on ne voit pas votre présentation. On voit juste le diaporama, la slide de départ, mais peut-être vous devez mettre le diaporama en partage. Ah, ce qui est fait, en fait. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah ben, alors là. Bon, sinon, après, on va faire ça, hein, je peux le dire à l'oral, mais... Donc, on a aussi un SRTP, donc un SAMSA relais troubles psychiques. Là, on intervient sur la moitié du département, l'autre partie, donc la moitié du Pas-de-Calais, l'autre partie étant couverte par l'équipe du Cheval Bleu. Et c'est un service d'évaluation de situations complexes. On vient en appui de différents services, établissements qui nous interpellent pour venir évaluer une situation et apporter des préconisations quand on rencontre des difficultés dans la prise en charge de personnes en situation de handicap psychique. Après, oui, c'est là, mais après, non, on dit qu'on a. On essaie de voir pour le diaporama si on arrive à remettre en place. Là, c'est bon. Parfait. Voilà, c'est nettement mieux. J'ai fait la même chose, mais bon, c'est pas grave. Allez-y. Et donc, au niveau de Calais, on a aussi la résidence accueil de Marc, donc, qui est située juste à côté de Calais, qui comprend 22 logements pour des personnes en situation de handicap psychique, où en fait, ils bénéficient donc d'un logement avec un accompagnement renforcé par le SAMSA. Donc, au niveau du sociogramme en SAMO, l'utilisation qu'on en a, donc systématiquement, au niveau de l'admission en SAMO, on va toujours faire un relevé des personnes ressources et on a l'habitude aussi de faire un génogramme. Généralement, ça arrivait quand même dans une situation où on sentait que ce n'était pas suffisant. Et à ce moment-là, on essayait de faire un sociogramme plus complet. Je dis essayer parce que quand on voit les images que j'ai pu mettre, c'est un peu les choses auxquelles on aboutissait. Donc, comme on pouvait, avec des post-it, des petits morceaux de papier. Et quand je dis bout de ficelle, c'est parce que ça a ce côté, fait un peu avec ce qu'on a, mais aussi de façon très littérale, parce que là, on figure des éléments, mais pour venir faire figurer le lien en général, on arrive avec des boules de pâte à fixe et de la ficelle pour pouvoir faire évoluer les choses en temps réel. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement laborieux, qui est chronophage pour les professionnels, mais aussi pour les bénéficiaires. Ça arrivait très souvent quand on commençait ce travail, ça prenait parfois 2, 3, 4 séances, on trimballait les petits bouts de papier, on en perdait, et on avait des personnes qui parfois se décourageaient avant même qu'on ait pu finir de faire finalement une représentation complète du sociogramme de la personne. Et puis voilà, c'est assez moche, pas très lisible, et l'analyse, elle est compliquée à faire sur ce type d'outil. Donc, dans les faits, on l'utilisait quand même très rarement, d'aller vraiment au bout de cette démarche. Et en septembre 2021, dans la newsletter du CREPSI, il y avait une présentation de Egonet. Et du coup, on a un peu sauté sur l'occasion de dire « ça va nous faire gagner un temps fou quand on va vouloir réaliser un sociogramme ». Le sens que ça a par rapport au projet de service, c'est vraiment, en tant que SAMO, on est un service de coordination. Donc, le partenariat est vraiment au cœur de la pratique. Donc, on voit vraiment le sens que ça peut avoir de pouvoir faire un peu cet état des lieux et de voir les liens où ils sont présents. Notre service aussi s'inscrit dans la philosophie d'accompagnement. On est vraiment dans une dynamique de réhabilitation psychosociale. Parmi les grands principes de la réhabilitation psychosociale figure la notion de structurer l'environnement immédiat. Donc, je pense que du coup, c'est assez parlant dans le lien
qu'il peut y avoir avec l'utilisation des gonettes, et aussi de travailler la déstigmatisation. Il y a notamment dans la pratique et dans l'utilisation une question aussi sur la qualité du lien et le fait de pouvoir mettre en avant qu'il y a des personnes qui sont présentes, mais où parfois le lien peut être un peu difficile. Ça peut nous donner des axes de travail sur un besoin d'information, par exemple autour du trouble, ou un besoin d'écoute pour certains aidants. Au niveau de notre projet de service, figure aussi une dimension importante qui est l'inclusion sociale. Donc, parce que là, il n'y a pas besoin non plus de détailler en quoi ça peut être pertinent d'utiliser ce type d'outils dans cette dynamique. Et aussi la prévention des ruptures dans le parcours de vie. Comme on va le voir un petit peu par la suite, l'utilisation de cet outil va vraiment nous permettre de venir anticiper certains changements et l'impact que ça peut avoir sur le réseau. Par rapport au déroulement de la mise en route, donc, on n'a pas pu, alors la formation, on a pu la faire au niveau de notre équipe en mars 2022. Il y a eu un petit temps parce qu'au départ, le cadre de l'utilisation légale, le cadre juridique entre la Belgique, la France, la phase de recherche, l'utilisation sur le terrain, voilà, ça a été quelque chose qui a un peu freiné l'élan qu'on pouvait avoir dans la mise en route, mais que sont aujourd'hui des problèmes qui sont, en tout cas, a priori, complètement résolus. Donc en mars 2022, on a pu bénéficier d'une formation par Madame Garin en visio. On a fait le choix de former l'ensemble de l'équipe pour faciliter l'accès à l'outil. Et puis j'ai envie de dire, même si tout le monde ne fait pas les passations, avoir quand même connaissance de ce que c'est. Alors, l'outil Egonet est vraiment en français, mais le logiciel Network Canvas est en anglais. Je sais que pour certains de mes collègues, la prise en main est un peu mis en difficulté par ça parce qu'il fallait voilà. Bon, après, c'est des petites difficultés mais qu'on arrive à surmonter, mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut être compliqué pour des personnes complètement allergiques à l'anglais. Au niveau de la prise en main, elle est vraiment facile. J'ai eu des très bons retours à ce niveau-là, il n'y a pas eu de difficulté. Et quand on rencontre une difficulté, en fait, il y a tout un petit panel de vidéos YouTube qui permettent, en tout cas, généralement, en tout cas, je n'ai jamais rencontré de difficultés que je n'ai pas pu surmonter en prenant le temps de regarder les petites vidéos de présentation. Au niveau de la prise en main, par rapport à la cible, moi, ce que je conseille, c'est quand même d'essayer d'organiser les choses en cadrant, en faisant peut-être un petit côté professionnel, un côté famille, parce qu'après, quand on trace les liens, ça peut vite devenir confus. Et quand tout est un peu dispersé, avoir des lignes qui traversent un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est en général un petit conseil que je donne aux personnes quand on réalise la passation. Donc, suite à la formation, on a fait en équipe une petite phase de test. Donc, on a défini en équipe les personnes pour lesquelles on envisageait de leur proposer d'utiliser Egonet. Alors, de ce fait, c'est une proposition de l'équipe, mais comme toutes les choses, c'est toujours des propositions et le bénéficiaire a toujours le choix d'accepter ou non d'utiliser l'outil. Donc, c'est sur proposition de l'équipe, mais avec toujours une décision qui revient au bénéficiaire. On a eu quelques cas de refus, assez rares, mais on en a eu pour des personnes qui avaient un sentiment de persécution et qui étaient pas forcément partantes pour exposer leur réseau social et les liens qu'ils pouvaient avoir sur leur environnement, qui voulaient un peu cloisonner ça, de par les idées un peu qu'ils pouvaient avoir, ou des personnes qui ont vraiment des difficultés, notamment dans un contexte un peu délirant, des difficultés avec l'outil informatique. Donc, dans ces cas-là, effectivement, l'outil n'est pas utilisé. Enfin, si la personne refuse, évidemment, on ne va pas insister. On s'est rendu compte aussi que dans les choix qu'on faisait, des personnes à qui on proposait, effectivement, cette question de l'impact émotionnel, on se l'est posé en équipe, de voir si on sentait la personne en capacité à gérer cette passation et comment l'impact que ça pouvait avoir sur elle. Mais aussi, on proposait quand on voyait aussi des ressources, des capacités à acter un changement. Si c'est faire un petit peu la cartographie, mais on ne voit pas le sens derrière, qu'il n'y a pas d'axe de travail, en tout cas, on ne voit pas un intérêt pour la personne et une capacité aussi à ce que ça a un sens et une utilité pour elle, à ce moment-là, on ne proposait pas forcément. Donc ça, c'est la pratique qu'on a aujourd'hui, mais c'est peut-être des choses qui vont être amenées à évoluer dans le temps. Alors, pour un aspect pratique, c'est vrai que nous, on a la chance au niveau de notre service, chaque professionnel a un PC portable.
Donc, ça facilite forcément les choses. On prend l'ordinateur, on va chez les gens, on fait la passation. Voilà, l'avantage aussi, c'est que effectivement, pour l'analyse des données, il faut une connexion Internet, mais on peut tout à fait, sans connexion Internet au domicile de la personne, réaliser entièrement la passation. Ça ne pose pas de difficulté. J'imagine que pour d'autres services, ça pourrait être un frein. Sur le déroulement plus précis de la passation, je vais laisser la parole à Madame Bourri qui va pouvoir nous partager son expérience. Bonjour, donc je m'appelle Eugénie Bourri, je souffre de troubles borderline depuis plus de 30 ans. Je vis donc à la résidence du SAMSA à Marc, et donc ma psychologue m'a proposé de passer le Egonet. Donc j'ai accepté tout de suite parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Personnellement, j'ai trouvé ça assez simple d'utilisation. Les questions, les réponses, l'outil en lui-même était facile d'utilisation. J'ai eu un petit souci concernant la question comment dire, des rapports qu'on peut avoir avec les personnes. Donc, à savoir que c'était demandé si on voyait si on avait vu les personnes depuis combien de temps. Et de ce côté-là, on n'a pas du tout utilisé les outils informatiques qu'on a aujourd'hui, à savoir Facebook, à savoir les vidéos comme Snapchat. Parce que moi, j'ai personnellement mon papa qui habite à 900 km, avec qui je corresponds régulièrement, toutes les semaines. Donc, je ne le vois pas physiquement, mais je l'ai au téléphone régulièrement, je le vois par vidéo, on s'échange aussi par Facebook. Et j'ai trouvé que ça manquait au niveau de la question, puisque c'était juste précisé depuis quand avez-vous vu la personne. Donc ça, j'ai trouvé que ça manquait, parce qu'effectivement, l'outil informatique est bien diversifié aujourd'hui et on a la capacité de voir des gens qui nous sont proches, même s'ils sont loin physiquement. Sinon, au niveau des difficultés ou des facilités au niveau émotionnel, en fait, ça n'a pas été c'est très, très difficile. J'ai juste eu le sentiment qu'en fait, je me sentais seule. Et en passant le test Egonet, je me suis rendu compte que je n'étais pas si seule que ça, que j'avais tout un réseau d'accompagnement autour de moi. Et ça a été une grande découverte de me rendre compte que je n'étais pas si seule. Et ça m'a permis de me dire qu'en fait, ça venait de moi. C'était moi qui n'osais pas parler, pas forcément, mais pas parce que j'étais toute seule, parce que je n'osais pas le faire de moi-même. Donc, Egonet m'a permis de me rendre compte que j'avais tout un réseau. Alors, ça passe de la simple coiffeuse, ça va jusqu'au psychiatre, ça passe par les parents, les amis, un petit peu tout le monde. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, en tout, il y avait une vingtaine de personnes autour de moi. Et je ne m'étais pas rendu compte que j'étais autant suivie et que j'avais autant de facilité de pouvoir me parler, échanger quand je ne suis pas bien ou même quand je suis bien, tout simplement. Donc, c'est vraiment un outil qui m'a permis de découvrir ça et j'en suis ravie en fait. Ça m'a été très positif pour moi. Après, j'ai trouvé ça j'ai pas trouvé ça désagréable, ni pénible, ni long. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est informatique, donc et tout ce qui est questionnaire, donc ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça très bien. Voilà ce que je peux en dire par rapport à ma propre expérience. Est-ce que vous le conseilleriez à d'autres personnes ou... Oui, moi, je le conseille tout à fait à mes amis, par exemple, s'ils ont envie de le passer, parce que ça peut leur permettre de voir justement des choses qu'ils ne voient pas actuellement. Parce que, voilà, comme moi, je vous ai dit, je me sentais seule et je me suis rendu compte que j'y étais pas. Ça pourrait peut-être permettre à d'autres personnes aussi également de se rendre compte que, bon, notamment avec le SAMSA, on n'est pas tout seul, mais on a aussi des amis, on a les résidents qui sont là, et de se rendre compte qu'on n'est pas si seul que ça. Je pense qu'effectivement, je le conseillerais en tout cas. Moi, j'ai bien aimé. Et je pense également que ce serait sympa de le refaire d'ici 6 mois à peu près. Je pense que tous les 6 mois, ça pourrait être sympa aussi de voir s'il y a des choses qui ont changé, si la passation des Egonet nous a permis de modifier les rapports qu'on a avec les gens.
Je pense que ça pourrait être sympa aussi à faire. Merci. Donc, Donc, c'est vrai que dans la pratique qu'on a pu avoir en SAMO, on a vu déjà les apports que ça a pu nous apporter. Alors, ça nous a permis, dans certains cas, d'objectiver les préoccupations de certains bénéficiaires. Voilà, j'avais cette dame qui disait souvent, je ne veux plus connaître la solitude. C'est quelque chose qu'elle avait vraiment vécu avec beaucoup de difficultés pendant plusieurs années. Et le fait de poser cette carte, de voir qu'il y a un environnement, qu'il y a un réseau finalement, un maillage assez solide, une sorte de filet de sécurité, c'était quelque chose de très rassurant pour elle. Donc, on l'a utilisé dans cette dynamique-là. On l'utilise aussi pour préparer une fin d'accompagnement. Donc, pour une personne qui est très anxieuse à cette idée, de montrer justement qu'il y a le réseau et puis de voir finalement tout le maillage qui peut être présent. Effectivement, l'outil il est aussi très intéressant pour anticiper l'impact des changements dans le réseau. Donc, je pense par exemple à des personnes qui savent qu'il y a un proche malade, qui savent qu'il va y avoir peut-être un décès. Des personnes aussi qui se posent la question de dire là, en ce moment, avec mon conjoint, c'est compliqué, mais si je me sépare, qu'est-ce que ça va faire dans mon réseau? Ça peut être un frein. Et des personnes parfois qui maintiennent des relations qu'elles estiment néfastes, voire toxiques, parce qu'elles ont cette crainte de perdre de déstabiliser leur réseau. Mais aussi dans l'arrêt d'un suivi, d'un accompagnement par un professionnel, une infirmière libérale, certains professionnels de santé, de voir, si on fait ce changement dans le réseau, qu'est-ce que ça va impacter? Là, j'y pensais, du coup, c'est vrai, en écoutant les différents intervenants. Un déménagement. Nous, on voit des personnes qui sont à la résidence accueil, où il y a un accompagnement renforcé par le SAMO, où on a la chance d'avoir un collectif qui est génial, avec beaucoup de solidarité entre les personnes. Et effectivement, déménager, quitter un peu ce côté un peu cocon, ça peut être intéressant de voir l'impact que ça a sur le réseau en bout de quelques mois, un an, parce que ça peut être quelque chose de déstabilisant ou d'inquiétant. Et on l'utilise aussi, donc on utilise régulièrement des plans de rétablissement ou des plans de gestion de crise. Dans les plans de gestion de crise, on définit tous les souhaits des personnes quand il y a une décompensation, quand il y a un moment compliqué, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on peut gérer. Dans le plan de gestion de crise, on demande toujours les personnes ressources. Et en général, il y avait quand même une personne qui était ciblée comme centrale et qui finissait par avoir un peu tout le plan de gestion de crise sur ses épaules. C'était compliqué. L'utilisation des gonettes en parallèle, le fait de recouper avec le plan de gestion de crise, permet finalement de dire je ne suis pas seule, et puis je n'ai pas qu'un seul aidant, j'ai différentes personnes et je peux les mettre en lien, que ces personnes aient chacun un exemplaire du plan de gestion de crise, pour qu'aussi les aidants ou les intervenants ne soient pas seuls face à ces situations. Parce que c'est à la fois bien sûr rassurant et un bien-être pour le bénéficiaire, mais aussi pour son entourage. Au niveau des différentes perspectives, donc dans un premier temps, on envisage d'utiliser Gonette de façon plus régulière, donc de le proposer en tout cas systématiquement sur les fins d'accompagnement. Je trouve que c'est un bon moyen d'accompagner la sortie pour mettre en évidence les ressources de la personne et vraiment d'être rassuré, de lâcher tout doucement. Nous, dans notre processus de sortie, on y a systématiquement une période de veille d'à peu près 6 mois. Donc, quand on fait le projet d'accompagnement, si tous les objectifs sont atteints et que la personne en est d'accord, on fait une période de veille. Il n'y a pas de rendez-vous programmé, mais la personne ne sort pas du dispositif. Elle peut nous contacter en cas de besoin. Je pense qu'à ce moment-là, de faire passer Gonette et de le réutiliser, juste vraiment avant d'acter la sortie, ça va nous permettre de voir si l'arrêt du service a eu un impact. On a un service de coordination et c'est vrai que sur les différentes passations qu'on a pu faire, en général, le service a une place centrale, mais du coup, se pose aussi la question à son arrêt, comment ça va se passer. Et je pense que là, ça va vraiment nous permettre de voir est-ce qu'il y a du lien qui se fait autour quand on enlève cet intervenant. Donc, ça nous permet de proposer éventuellement des actions pour prévenir le risque de rupture suite à l'arrêt du service. On s'est aussi posé, du coup, à partir de l'outil, de reprendre les éléments qui y figurent pour créer une fiche support
pour le bénéficiaire, un genre de petit répertoire qui prendrait à la fois, bien sûr, la liste des personnes ressources, mais aussi de mettre ensemble les coordonnées, peut-être sous une forme un peu FALC, facile à lire et à comprendre, avec des icônes ou des fiches, voilà, telle difficulté, j'appelle telle personne. Un point que j'avais oublié de préciser, c'est quand on parle de situation de crise, moi souvent je le précise parce que les personnes pensent principalement décompensation, mais une situation de crise, ça peut être aussi mon robinet d'eau chaude a cassé, j'ai 3 cm d'eau dans mon logement. Et dans ce cas-là, il y a aussi des personnes ressources pour ce genre de situation. Donc d'avoir pour la personne ce petit répertoire. Pour l'instant, on n'en est pas encore dans cette dynamique, mais c'est vrai qu'à plus long terme, on y réfléchit, d'envisager carrément Egonet dès le processus d'admission. Alors, jusqu'à présent, on ne le faisait pas parce qu'il y avait la question de cet impact émotionnel sur des personnes qu'on connaît peu. Après, dans la dynamique d'admission, c'est quand même un moment particulier où on pose beaucoup de questions aux personnes et ça nous permet de mieux les connaître. Donc, ça peut être intéressant. À voir, voilà. Il faudrait vraiment qu'on le mette en pratique pour voir si ça peut être effectif. Mais c'est vrai que ça nous permettrait de vraiment tout de suite cibler les besoins de coordination et les besoins de soutien qu'on pourrait directement faire figurer dans le projet personnalisé d'accompagnement dès sa mise en œuvre. Donc, à voir, c'est quelque chose d'intéressant. Et au niveau de la fréquence, je pense que c'est, je dirais pas de faire passer Egonet tous les 6 mois ou de donner une date précise, mais je pense que c'est vraiment en fonction des changements de vie. Sur un déménagement, voilà, quand il y a un gros changement qui arrive, là, je pense que ça a vraiment du sens. Un accès à l'emploi, voilà, tout ce genre de choses. Les changements importants, je pense que là, ça vaut le coup de refaire passer l'outil. Voilà. C'est un peu les apports qu'on pouvait apporter. Merci. Je vous remercie toutes les deux, Madame Bouvy et Madame Carpentier, pour vos témoignages très précieux. Merci. Merci. Moi aussi, je vous remercie. Je trouve qu'il y a une multitude de choses que vous avez dites qui méritent d'être creusées, qui méritent d'être explorées. J'espère qu'on pourra accéder, on pourra avoir une copie de votre PowerPoint parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont des thématiques sur lesquelles on pourrait travailler plus spécifiquement. Je voulais juste répondre à la petite remarque sur les outils des réseaux sociaux, etc., pour les contacts. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison sur le fait qu'on pourrait le distinguer, le préciser comme un moyen différent de contact. Mais j'insiste sur le fait que quand on demande si vous avez été en contact récemment avec ces personnes, ça peut être par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc, c'est à inclure comme un des moyens de contact. J'admets tout à fait que c'est un moyen de soutien, de contact important. D'accord. Je propose pour les... Pardon, Madame Trine, allez-y. Allez-y, Hélène. Je proposais juste que s'il y avait des participants qui ne voulaient pas ou n'avaient pas de micro, je veux bien relever éventuellement les questions dans la conversation. Je pense que tout est clair, c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Profitez-en, on a encore le temps. C'est peut-être des questions liées vraiment à vos pratiques auxquelles nous, on a moins la réponse, donc n'hésitez pas. Vous avez 2 interlocuteurs privilégiés. Ou aussi les échanges entre les 2 services, parce qu'effectivement, entre le SAS et le SAMU, il n'y a pas du tout, effectivement, déjà les mêmes fonctionnements. Mais ce serait intéressant, effectivement, aussi les échanges entre différents professionnels et différentes structures aussi. Oui, puis on n'a pas les mêmes possibilités. Enfin, c'est vrai que nous, rien que ce dispositif de veille pour la sortie nous permet de refaire un point, alors que l'hospitalisation, c'est encore une dimension particulière. Et le réseau en hospitalisation, enfin, où on discute avec les personnes, il y a des personnes qui ont des amis d'hospitalisation, qui ne voient qu'en hospitalisation. C'est un réseau particulier aussi sur un moment. Oui. Il serait peut-être intéressant aussi d'avoir, si vous voulez, la cartographie Egonet à la sortie donc d'un séjour pour que vous puissiez l'avoir vous.
déjà aussi en premier lieu et après, Mais oui, effectivement, ça serait intéressant quand il y a un relais sur les services, de pouvoir l'utiliser de cette façon-là, de dire c'était le réseau à ce moment-là. Et puis même pour nous, des personnes qu'on a en accompagnement, qui vont en service de réhab, qui reviennent après, avec parfois des changements de territoire. Enfin, voilà, ça ouvre aussi des perspectives. J'ai une question dans la conversation de quelqu'un qui demande si ce sont des IDE qui font passer le sociogramme au SAMSA. Alors, je ne sais pas ce que c'est un IDE, mais j'imagine que ça vous parle. Infirmier diplômé d'État. Voilà, donc en fait, nous, toute l'équipe est formée. On a fait des passations en binôme pour les premières fois à chaque fois. Donc, en fait, l'idée, c'est, je trouve que l'outil est quand même accessible et tout le monde peut le faire passer. C'est, voilà. Après, pour l'interprétation des données, pour, voilà, des fois, des aspects informatiques où on force à plusieurs derrière l'ordinateur pour arriver à faire exactement ce qu'on veut. La discussion en équipe, elle est intéressante, mais je trouve que ça a du sens aussi que ce soit l'éducateur spécialisé, le chargé d'insertion professionnelle, l'AMP qui va être souvent le lien privilégié avec des services d'aide à domicile. En fait, du moment que le professionnel se sent en capacité de le faire, de réceptionner aussi l'aspect émotionnel lors de la passation, ça a du sens que ce soit finalement des professionnels assez variés qui l'utilisent et pas que l'infirmière ou le psy. Moi, j'avais une petite question pour Madame Bouvy. Est-ce qu'il vous est arrivé de repenser à la carte réseau bien après l'avoir faite, Oui. vous disant oui. Oui, parce que justement, je m'en suis servie dans le sens où je pensais que j'avais peu de personnes autour de moi. Et donc en passant les gonettes, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de gens que je pensais. Et du coup, ça me permet aujourd'hui d'utiliser plus les gens qui sont autour de moi. De me dire, voilà, j'ai telle personne autour de moi, j'ai peut-être jamais osé lui parler. Je me suis rendu compte qu'elle était proche de moi, qu'elle pouvait m'aider. Finalement, j'irais bien lui parler. Donc, l'outil m'a permis vraiment d'avancer par rapport aux personnes qui sont autour de moi. D'accord, ok. Des choses que vous n'auriez peut-être pas faites. Non, que je n'aurais pas fait forcément avant, parce que je me serais dit, elle n'est peut-être pas si proche que ça de moi. Et alors qu'en fait, si, par rapport à où je l'ai positionnée, si, elle est plus proche que ce que je pensais. Et effectivement, elle peut m'aider dans la vie de tous les jours. Ça vous rend actrice. Oui, ça me rend plus actrice de ma vie par rapport à la maladie. C'est vrai. Pour moi, personnellement, ça a été bénéfique de passer gonette et d'en avoir le résultat. Après, on en avait échangé, il y avait cette notion un petit peu quand même, ce constat que dans les personnes très proches, il y avait des personnes vieillissantes. Oui, ouais, ça aussi, ça m'a permis de me rendre compte qu'autour de moi, les gens vieillissent. J'ai quand même 45 ans, mes amis ont dans la soixantaine, mes parents sont âgés aussi. Et ça m'a permis aussi de parler du deuil, des deuils prochains que je vais avoir à faire. J'ai mes 2 grands-mères qui sont malades aussi actuellement. Donc, ça m'a aussi permis de parler de tout ça et de me rendre compte que mon réseau allait changer en vieillissant et que ce n'est pas parce qu'il allait changer que j'allais tout perdre forcément. Il fallait que je pense simplement à changer, pas à changer certaines personnes, mais que j'allais devoir refaire d'autres connaissances au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années qui vont passer. Ça vous aide à vous y préparer. Oui, ça m'aide à m'y préparer, oui, tout à fait, oui. Ça permet d'inclure des processus qu'on ne pense pas forcément dans la vie, comme le deuil, la séparation, les déménagements, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et Gonette nous fait rappeler que on a un réseau autour de soi, mais qui peut varier par rapport aux événements de la vie. C'est un témoignage fort intéressant. Et j'en profite pour dire quelque chose. Évidemment, ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait, mais quelque chose que moi j'aime bien avec les gonettes, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux usagers ou aux personnes en difficulté. Personne ne connaît véritablement son réseau de support social, sauf à faire un exercice
comme Egonet ou un exercice de cartographie similaire. Donc, on a tous des gens autour de soi et on a tous une image de son réseau, mais la réalité de ce réseau est inconnue de chacun, sauf à le mettre sur papier. Donc, ce n'est pas une intervention qui est spécifique à un public en difficulté. Non, c'est ce que j'allais dire, justement. Ouais. Oui, voilà. Et donc, c'est un apprentissage que l'on peut tous faire par ailleurs. Oui, ça peut permettre aussi à des gens qui n'ont pas de pathologie de se rendre compte qu'ils ont également un réseau autour d'eux et de les aider à vivre la vie de tous les jours peut-être un peu plus facilement. Je crois qu'il y a d'autres questions. De Karine qui nous dit que cet outil semble très intéressant pour mettre en valeur les capacités de résilience environnementale de la personne concernée. Oui. Moi qui fais ma carte réseau à peu près tous les 4-6 mois, oui, c'est effectivement... en fait, c'est un autre éclairage sur notre vie de tous les jours. Voilà, ça vaut la peine. C'est une autre façon de voir les choses et de parfois mettre en place, je rejoins Madame Bouvy, des mécanismes de compensation par rapport à des événements soit qui viennent d'arriver et qui se manifestent dans la carte réseau, comme une séparation ou la perte d'un proche. Pour avoir vécu l'un des deux, j'ai vu une partie de mon réseau tomber sur la carte réseau. C'est vrai que ça reste impressionnant. Et puis, donc des mécanismes compensatoires pour quelque chose qui vient d'arriver ou quelque chose qui pourrait arriver auquel on a envie peut-être d'anticiper, de travailler à l'avance. Parce que rajouter un individu dans la carte réseau, ça ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Si on veut compléter son réseau avec de nouveaux intervenants ou de nouveaux futurs proches, j'ai envie de dire, comme on parle quand même d'un réseau qui relève de l'intime, qui relève de l'aide, inclure un nouvel individu dans le réseau, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc un nouveau membre du réseau, par exemple, on peut le voir évoluer. À T1, il est en périphérie de la carte réseau et puis plus le temps avance, peut-être plus il se rapproche parce qu'il ou elle prend de l'importance. Et donc voilà, par exemple, ce genre d'exercice répété plusieurs fois avec des laps de temps un peu plus importants permet de voir l'évolution d'une personne nouvelle qui devient membre et qui prend plus d'importance ou d'une personne qui s'éloigne. Le témoignage qui était donné aussi tout à l'heure de personnes qui peuvent aider en cas de crise et donc de l'aidant naturel qui devient extrêmement central dans un réseau parce qu'on n'a pas forcément la conscience d'autres ressources que l'on a et que l'on pourrait solliciter par ailleurs. Ça, c'est aussi un domaine extrêmement important. Dans le réseau que tu présentais dans le PowerPoint, Hélène, tu avais un exemple, je ne sais pas si les personnes s'en souviennent, mais tu avais un exemple où tu as une fille qui est extrêmement centrale pour l'usager, mais elle est dans le 3e cercle. Donc, ça veut dire que la personne est très centrale dans les connexions, mais en même temps, du point de vue de l'usager ou de l'usagère qui remplit ce réseau-là, cette fille se trouve comme apportant un soutien qui est relativement modéré puisqu'elle est placée de manière éloignée dans les cercles. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parfois, on se rend compte que certains acteurs dont on attend beaucoup ne sont pas en position de pouvoir fournir autant et qu'il faut pouvoir y trouver des alternatives. Donc, une fois de plus, il n'y a pas une seule manière de traiter cette information, mais elle permet d'en prendre conscience et par les usagers et par les intervenants, et donc de pouvoir en parler, ce qui n'aurait pas pu se faire sans la carte réseau. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques. Pas pour l'instant dans la conversation. Je ne pense pas. S'il y a une participation non plus. Bien. Je pense qu'après, peut-être que tout a été dit. Vous souhaitez rajouter autre chose?
Ben non, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah, il y a peut-être encore une question. Est-ce possible de transférer cet outil sur un public jeune, davantage dans un objectif de prévention ou de promotion de la santé mentale, voire éducatif pour renforcer la résilience? Je pense aux étudiants étrangers. Alors, je ne sais plus, j'ai déjà répondu à quelqu'un dans la conversation. Nous, on n'a jamais travaillé avec des mineurs dans la phase un peu plus exploratoire du projet. On a toujours travaillé avec des personnes qui avaient plus de 18 ans, mais ça pourrait éventuellement être fait. Je vois a priori pas d'inconvénient à ce que l'outil soit utilisé avec de plus jeunes personnes. Moi, j'attire l'attention sur le fait que je n'y vois pas d'inconvénient sur le plan de l'intervention ou des types de questions qui sont posées. Sur le plan légal, ça peut en poser. Donc, j'insiste pour que chacun prenne bien ses précautions dans ce genre de situation, parce que forcément, comme l'intervention, l'outil inclut des informations nominales sur des personnes qui sont dans l'entourage des personnes. Si ce sont des mineurs qui répondent, ça peut poser des difficultés sur le plan légal. Donc, je ne dis pas qu'il y en a automatiquement, j'en sais rien du tout, mais j'attire l'attention d'être prudent par rapport à ça. Il y a peut-être une autre question aussi, c'est au niveau de la langue, le barrière de la langue, parce que Mme Godet parle en fait des étudiants étrangers, donc il y a aussi la maîtrise aussi du français, enfin si l'outil reste français, c'est aussi par rapport à la compréhension des questions. Alors, on a une version en anglais aussi, à la fois de... Oui, pas de souci, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. On a une version en anglais du questionnaire qui permet de générer le réseau et aussi la page web qui permet de customiser, lire, imprimer, est aussi disponible en anglais, en fait. D'accord. Voilà, si les deux personnes parlent anglais, pourquoi pas? Et alors, utilisez ça. Vous dites? Merci pour le renseignement. Avec plaisir. J'en profite pour répondre à la remarque tout à l'heure. C'est vrai qu'on utilise une application existante, Network Canvas, pour la partie collecte de données. Donc, nous avons développé notre protocole à l'intérieur d'une application qui a été développée aux États-Unis. Donc, ça, c'est un outil sur lequel nous n'avons absolument pas la main, raison pour laquelle les éléments purement techniques sont en anglais dans cette application. Je ne pense pas qu'ils vont le développer en français, donc il faudra s'y faire. Par contre, nous, comme nous avons été subventionnés par la région bruxelloise, il était prévu normalement qu'on ait aussi une version en néerlandais. Je sais que ça ne va pas forcément changer votre vie, mais bon, on ne l'a jamais véritablement développé, mais ça devrait pouvoir être mis un jour sur le marché. Techniquement parlant, il n'est pas impossible, enfin, il est possible même d'en avoir des versions dans d'autres langues, mais évidemment, il faudrait faire l'effort de traduction. Mais on a prévu le dispositif de telle sorte qu'il y ait moyen d'inclure d'autres langues. Donc, s'il y avait vraiment un besoin, c'est encore quelque chose qui pourrait être envisagé. D'accord. Bien. Bien. Est-ce que on peut conclure ou vous souhaitez encore continuer à discuter? Voilà. Non, voilà, on a chose qu'on a dit. Hélène, Pablo, est-ce qu'on peut... Moi, je pense qu'on peut conclure. Je vous remercie une fois encore de nous avoir permis de présenter à nouveau notre outil. J'ai trouvé que les expériences des acteurs qui l'ont utilisé sont extrêmement enrichissantes pour nous. Comme j'ai dit, j'aimerais accéder à votre PowerPoint. Et moi, je sais qu'on est, par Hélène, on est possiblement en contact, mais je pense qu'il y a plusieurs points à explorer, d'autant qu'on est en train de tenter de soumettre de nouveaux projets, donc il y a des idées à prendre. Voilà. Et donc, comme Hélène l'a dit tout à l'heure, on va donner une formation pratique à l'utilisation des GoNet, c'est donc dans une bonne semaine. Vendredi 3 février. C'est ça, dans une dizaine de jours. On aura le plaisir d'aller sur place pour faire cela.
Et comme donc ça a été précisé, cette formation est, je crois, complète, bouclée. Donc, j'invite les participants à transmettre leur desiderata à Madame Pring, parce que s'il y avait un nombre suffisant de demandes, on est à Bruxelles, on n'est pas très loin, donc on est tout à fait disposé à revenir donner à nouveau cette formation s'il y a suffisamment de candidats pour nous écouter. Voilà. Merci beaucoup, Pablo. Justement, dans le question insatisfaction, vous pourriez à ce moment-là, effectivement, exprimer votre souhait. S'il y a assez de personnes, on pourrait effectivement de nouveau organiser une journée d'application pratique Egonet dans l'avenir. En tout cas, merci beaucoup à tous, déjà à nos intervenants, pour votre implication, engagement et investissement donc, en vue de promouvoir l'inclusion des personnes concernées, Égalité Egonet et évidemment aussi leur établissement. Et puis, merci à vous en tant que participants pour votre présence attentive et votre participation active. Donc, un grand merci à toutes et à tous et puis à bientôt. Au plaisir de vous revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Une bonne journée. Au revoir. À vous aussi.